à Cartierville. Merci, Monsieur le Président. The review of the Senate budget. L'examen du budget du Sénat doit se faire de façon approfondie, pas comme une tentative en vue d'abolir le Sénat petit à petit, comme le NPD tente de le faire. Nous avons besoin de mesures qui favorisent la frugalité et l'ouverture de notre démocratie parlementaire. Notre plan sur l'ouverture parlementaire demandait des audits plus détaillés de la Chambre des communes par le vérificateur général. Nous croyons fermement que les bureaux de régie interne de la Chambre et du Sénat devraient travailler avec le vérificateur général pour élaborer des audits du rendement obligatoires de l'administration de la Chambre et du Sénat. Le chef libéral et député de Papineau avait raison de dire que les parlementaires ont le privilège de servir les Canadiens et que les Canadiens ont raison de s'attendre à ce qu'ils respectent les normes éthiques les plus élevées. Ce principe devrait guider tous les parlementaires à une époque où nous avons vraiment besoin d'améliorer les normes éthiques à la Chambre, de même qu'au Sénat. Le Sénat, plus particulièrement, doit changer. Non seulement les changements à des règles concernant la transparence et les processus de reddition de comptes sont-elles nécessaires, toute l'institution doit changer. Le statu quo est tout simplement inacceptable. Il existe 3 options quant à la réforme du Sénat canadien. Son abolition, en faire un organisme élu ou en faire un organisme plus indépendant et moins partisan. Seule la 3e option, proposée par le chef libéral et député de Papineau, est l'option réaliste. Les 2 autres options n'ont aucune chance d'être adoptées. Pourquoi? Parce que l'abolition ou un Sénat élu nécessiterait des amendements constitutionnels, comme l'a confirmé la Cour suprême dans son arrêt du 25 avril 2014. La Cour a statué que le Parlement ne peut pas changer la nature du Sénat de façon unilatérale. Pour en faire une chambre élue, il faudrait l'accord du Parlement, de même que de 7 provinces représentant 50 de la population des provinces, la règle du 7-50. Pour abolir le Sénat, il faudra avoir l'accord unanime du Parlement et des 10 provinces. On ne peut pas avoir l'accord unanime de toutes les provinces quant à l'abolition. Il n'y a plus d'adoption ou de... On ne veut plus faire du Sénat une chambre élue. Une province, au moins, le Québec, a déclaré ne pas vouloir rouvrir les négociations constitutionnelles seulement sur la réforme du Sénat. Il y a également la loi sur le veto régional qui donne un pouvoir de veto sur les changements constitutionnels à 5 régions du Canada. L'abolition nécessiterait un référendum, des négociations constitutionnelles et probablement la majorité dans toutes les provinces au pays. Ça ne se produira pas. Les Canadiens en ont assez des scandales éthiques et financiers provoqués par les actions de certains sénateurs. Les Canadiens ne veulent plus du patronage et des excès de partisanerie qui entachent la réputation du Sénat et en réduisent l'utilité, patronage et partisanerie poussés à des extrêmes inégalés et intolérables par l'actuel premier ministre. Nous, libéraux, convenons que des réformes s'imposent pour rendre au Sénat le rôle qui lui est dévolu, celui de chambre de second examen objectif. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que le Sénat remplisse au mieux la responsabilité que lui ont assignée les pairs de la Confédération, celle de scruter minutieusement les projets de loi, en détecter les erreurs, les lacunes et les imprécisions, et sur cette base, proposer des amendements utiles. Nous, libéraux, allons voir à ce que le Sénat joue son rôle constitutionnel, celui d'une chambre haute, attentive aux besoins et aux aspirations des régions et aux minorités de notre pays diversifiées, y compris les Premières Nations et les communautés de langue officielle. Nous, libéraux, allons voir au nécessaire avènement d'un Sénat qui soit plus serein et plus indépendant,
peuplée de législateurs de haute volée, compétents, éthiques et hautement qualifiés, choisis selon une procédure non partisane. Un Sénat plus indépendant, voilà le défi que le chef libéral s'engage à relever. Le plan libéral comprend 2 volets. Le premier est déjà une réalité, le second le sera si les Canadiens se donnent un gouvernement libéral à la suite des prochaines élections fédérales de 2015, de cette année. Le premier volet est devenu réalité le 29 janvier 2014. Depuis ce jour, le caucus libéral ne comporte plus de sénateurs. Il ne comporte que des députés. Dorénavant, le caucus libéral et le Parti libéral du Canada n'ont plus de lien organique avec les sénateurs qui, comme n'importe quel citoyen, peuvent adhérer au parti politique. C'est la deuxième fois que le député a utilisé un nom familial. C'était la première fois le premier ministre et la deuxième fois le leader du troisième parti. C'est 2 fois que vous avez fait ça. Je ne veux pas que ça soit répété. Vous l'avez fait 2 fois. Vous pouvez continuer, l'honorable député. Sorry, Mr. Speaker, I did not... Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne l'avais pas réalisé. Ainsi, les sénateurs sont délestés de toute tâche partisane et peuvent mieux se consacrer à leurs tâches de parlementaires et de législateurs. Le chef libéral a bien invité le premier ministre à faire de même au sein de son propre caucus. Malheureusement, mais sans surprise, le premier ministre a refusé. Nous voilà donc avec un caucus libéral sans sénateurs et des sénateurs sans obligation partisane. Dans un geste rapide et décisif, le chef libéral a effectué la plus importante réforme que l'on ait apportée au Sénat depuis la Confédération. En une matinée, il a fait davantage pour réformer le Sénat que le premier ministre en presque 10 ans de pouvoir. Et le chef libéral ira plus loin encore sur la voie de la réforme si les Canadiens l'élisent comme leur prochain premier ministre. Le deuxième volet de la réforme libérale du Sénat prévoit la mise en œuvre d'un processus de nomination non partisan grâce auquel la Chambre haute sera toujours composée de législateurs éminents, dévoués et hautement qualifiés. Certains experts constitutionnels préconisent la formation d'un consensus consultatif sénatorial, un peu à l'image de ce qui a été mis en place pour la sélection de certains membres de la Chambre haute du Royaume-Uni. Ce Conseil aurait pour rôle de donner au Premier ministre des avis informés et objectifs sur de possibles candidats de sénateurs. À mon avis, un tel modèle mérite considération parmi d'autres possibles. Selon ce modèle, le Conseil fonderait ses recommandations sur des critères sérieux, objectifs et non partisans. Pour être recommandé, un candidat devrait faire la preuve d'une longue série de qualités: compétences exceptionnelles dans son domaine, liens incontestables avec la province concernée, dossier de services exceptionnels au sein de sa communauté, capacité de travail exceptionnelle, honnêteté et probité sans faille, ouverture d'esprit, la sagesse et la sûreté de jugement auxquelles on s'attend de la part d'un législateur et parfaite compréhension de ce qu'est le rôle d'une chambre de second examen objectif, proposer des améliorations au projet de loi sans contester ni usurper le rôle légitime et prépondérant de la Chambre élue au sein d'une démocratie. Le Conseil devrait prendre soin d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités, y compris les Premières Nations et les communautés de langue officielle qui ont des liens historiques avec le Sénat. Comment cette procédure de sélection des sénateurs pourrait-elle se dérouler? Voilà un modèle possible. Je vous le décris. Conformément aux conventions constitutionnelles, c'est le Premier ministre qui ferait la recommandation finale au gouverneur général à partir d'une liste de présélection préparée par le Conseil consultatif. Si le Premier ministre se sentait incapable de nommer quelqu'un à partir de cette liste, il devrait s'en expliquer au Parlement et demander au Conseil consultatif de préparer une nouvelle liste. Une loi du Parlement qui mettrait en œuvre ce type de processus serait pleinement constitutionnelle. On ne changerait ni la nature ni le rôle du Sénat. Nature et rôle qui, d'après la décision de la Cour suprême de 2014, article 52, le Parlement n'a pas le droit de modifier ni la nature ni le rôle du Sénat de façon unilatérale. Par contraste, la Cour a confirmé que le fait de rendre le Sénat élu
fondamentalement changerait la nature et le rôle du Sénat. Donc, il faudrait l'aval de cette province, d'une majorité de provinces. La Cour a fait remarquer à l'article 65 dans son avis juridique de 2014 que ceux qui ont rédigé la Constitution, la loi constitutionnelle de 1982, ont accru la protection constitutionnelle qui était prévue en amendant la procédure relativement à l'entièreté du processus qui mène à la sélection des sénateurs. Cela signifie que le processus au complet devrait être considéré en fonction d'une évaluation si les changements, pour déterminer si les changements portent sur la nature et le rôle du Sénat. Le processus entier devrait correspondre à la définition de la Cour et la définition va comme suit. Offrir un second examen objectif des lois adoptées par les représentants de la Chambre des communes, être un organe indépendant qui peut étudier les documents de la Chambre des communes dans le cadre du processus législatif sans qu'il n'y ait de partisanerie. Mais ceci étant dit, je crois que ce serait sage de faire l'expérience d'un nouveau processus avant de changer complètement la nature du Sénat. Seulement que l'engagement pris par le chef libéral, celui de donner au Canada une Chambre haute plus efficace, moins partisane et plus indépendante, est éminemment réaliste et particulièrement nécessaire. Sans qu'on ait à changer un seul mot à la Constitution, il nous donnera un Sénat peuplé de sénateurs dotés de compétences, de connaissances et des aptitudes qui leur permettront d'accomplir la tâche confiée à l'institution par les pairs de la Confédération, scruter et améliorer les projets de loi de la Chambre des communes. Le plan Trudeau pour la réforme du Sénat nous donnera un Sénat, le plan libéral. À l'ordre. C'est la troisième fois. Order. À l'ordre. La députée de Saint-Laurent-Cartierville peut continuer sans les noms familiales, s'il vous plaît. I'm very sorry, Mr. Speaker. Je suis désolé, Monsieur le Président. Maintenant, je comprends. Non, because before I did not realize. Parce qu'auparavant, je ne comprends La pas. réforme du Sénat nous donnera un Sénat qui soit digne de la fierté et de la confiance des Canadiennes et des Canadiens. Une véritable chambre de second examen objectif. Voilà donc venu le temps de l'audace. Voilà venu le temps d'un Sénat efficace et non partisan. Voilà venu le temps du plan libéral pour la réforme du Sénat. Merci. Questions et commentaires. Questions et observations? Le député d'Edmonton Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec grand intérêt le discours de mon honorable collègue et j'ai une question au sujet de la représentation régionale, la représentation des provinces. Par exemple, l'île du Prince-Édouard n'a pas la même population, à peu près la même population que dans ma circonscription. Pourtant, il y a 4 sénateurs et 4 députés qui représentent l'île du Prince-Édouard, et c'est le cas depuis la Confédération. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on arrangerait le tout au Sénat pour que le Sénat soit plus représentatif des régions et pour mieux refléter un équilibre entre les régions. Et d'après lui, est-ce que le Québec, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, plus précisément, seraient autant représentés au Sénat? Le député de Saint-Laurent-Cartierville. Je remercie mon collègue de sa question qui me semble fort valable, mais j'aimerais qu'il pose la question à son premier ministre, car le premier ministre veut faire élire le Sénat. Un Sénat élu serait beaucoup plus puissant que le Sénat actuel, de sorte que la Colombie-Britannique, par exemple, ne serait plus représentée de la même façon avec un Sénat élu. Il faut donc un premier ministre qui soit assez responsable de ne pas proposer d'élire le Sénat tant que les provinces n'auront pas décidé entre elles combien de sénateurs doivent être représentés entre elles. C'est totalement déraisonnable et irresponsable de la part du premier ministre d'agir ainsi, surtout qu'il représente l'Alberta. Questions et observations? Monsieur le Président, le député de Cartierville propose de présenter la propre turpitude du Parti libéral du Canada comme une excuse à ne rien faire. C'est quand même eux qui ont rempli
et rendu cette Constitution difficile à modifier, et maintenant ils présentent leurs méfaits comme une excuse pour ne rien faire. Mais après avoir écouté attentivement la prestation de l'honorable député, il est manifeste que ce qu'il nous recommande, c'est un Sénat élitiste. Nous allons choisir parmi nous-mêmes ceux que nous estimons assez intelligents pour être membres de cette belle et noble institution. Mais cette institution-là, par le peuple canadien, est considérée parasitaire. Elle veut des gens qui sont redevables devant eux. C'est quoi le problème d'accepter l'idée que quelqu'un qui détient un pouvoir législatif soit redevable devant le peuple? Merci. L'honorable député de Saint-Laurent-Cartierville. Monsieur le Président, mon collègue peut bien être frustré par la Constitution, mais ça ne règle pas le problème. Pour élire le Sénat, ça prend 7 provinces, 50 % de la population. Et pour l'abolir, c'est l'unanimité des provinces. Alors, il devrait demander à son caucus et à son chef si leur plan de faire un référendum sur cette question a bien prévu que la majorité requise sera la majorité dans toutes les provinces de notre pays. Et que si quelques provinces arrivent avec des majorités contraires, elles auront un veto sur les autres. Veut-il vraiment diviser le Canada de cette façon? Une autre façon de procéder, c'est bien de se rendre compte que dans toutes les grandes fédérations, il y a 2 chambres. Il n'y a pas d'unicaméralisme au Parlement du pays. Il y a 2 chambres, que ce soit l'Australie, toutes les fédérations ont 2 chambres. Alors, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour que, puisque nous avons une chambre que nous ne pouvons pas élire, s'assurer qu'elle soit mieux choisie, de façon non partisane, qu'elle soit plus indépendante et plus à même de remplir ses responsabilités de chambre de second examen objectif, qui regarde de près le travail législatif fait par la Chambre des communes et propose des amendements utiles à la Chambre des communes. Questions et commentaires. Questions et observations. Monsieur le Président, j'écoutais la réponse de mon collègue, le député de Saint-Laurent, face à mon autre collègue du NPD, et il disait, et il a raison, de dire que la Constitution doit être changée et qu'elle doit l'être à l'unanimité. Il a raison. Mais là où je ne le rejoins pas, c'est son défaitisme. C'est parce qu'il part perdant. Il considère, de facto, qu'on n'aurait pas une majorité dans toutes les provinces du Canada. Moi, je préfère croire que notre Constitution n'est pas un droit fermé, n'est pas un objet scellé dont on aurait jeté la clé. Je préfère croire que cette Constitution peut être changée par les générations à venir et que nous pouvons être le moteur de ce changement. Député de Saint-Laurent-Cartierville. Eh bien, j'aurais grand plaisir à discuter de cette chose avec ma collègue durant la campagne électorale. Est-ce que c'est vraiment la priorité des gens de revenir de façon nostalgique, comme le député de tout à l'heure, au temps de Charlottetown? Parce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas du tout intérêt dans ce pays à rouvrir la Constitution seulement sur le Sénat. Le premier ministre de notre province, le premier ministre du Québec, a clairement dit que si on lui parle de Constitution, il va arriver avec ses propres demandes pour le Québec. Et après le rapport qu'on a eu la semaine dernière au sujet des Autochtones, on peut imaginer combien la liste peut s'allonger. Donc, il faudrait être franc avec les Canadiens et de dire qu'un vote pour le NPD est un vote pour une nouvelle méga négociation constitutionnelle dont les chances de succès sont extrêmement minces. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire de la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien écouté le discours du député. Il a parlé d'indépendance au Sénat et je me demande si cela peut s'appliquer aussi à la Chambre des communes, car il y a les députés de Cardigan, Scarborough, Gilwood et Winnipeg-Nord. Est-ce qu'ils pourraient avoir le droit d'exprimer leur choix pro-vie et aussi de laisser les candidats libéraux exprimer ce choix? Monsieur le Président, il s'agit d'un sujet totalement différent et cela porte sur la discipline de parti. Et chaque caucus décide de sa propre discipline selon ses propres règles. Au sein du Parti libéral, c'est très clair. Nous avons une discipline de parti qui est fondée sur la philosophie de base de notre parti et cela comprend la Charte canadienne des droits et libertés. Et cela porte aussi sur les questions de budget ou des engagements que nous avons pris dans le programme électoral. Questions et observations.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question à mon collègue sur le fameux plan libéral pour le Sénat. Je ne sais pas s'il a regardé la liste des sénateurs, mais il y en a quand même pas mal qui prennent leur retraite, que leur fin de mandat est en 2030, 2039, 2026. Donc, même si on nomme des Sénats en faisant plus attention, il reste que ça va quand même prendre un bon 30 ans avant que l'entièreté du Sénat ait été renouvelée. Donc, est-ce que son plan, c'est un plan sur 30 ans? La députée de Saint-Laurent-Cartierville. Monsieur le Président, à chaque fois qu'il y aura un poste qui se libère au Sénat, le prochain sénateur sera choisi selon cette procédure non partisane qui assure plus d'indépendance au Sénat et une meilleure compétence des sénateurs. D'après ce que je peux comprendre, le premier ministre n'a pas envie d'en nommer. Donc, le prochain gouvernement aura plein de nominations à faire. Si c'est un gouvernement libéral, ces nominations seront faites, toutes. Elles seront faites selon ce processus non partisan dont bénéficieront tous les Canadiens. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable parliamentary. Le secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de son discours. Je crois qu'on doit parler un peu plus de la proposition du Parti libéral. Ça veut dire, donc, un Sénat non élu, non redevable, qui serait nommé par un groupe de personnes non élues et non redevables. En quoi ce type de Sénat reflète le sentiment des Canadiens à l'égard de cette institution? Et de plus, j'aimerais que le député revienne sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui, car la nouvelle position des néo-démocrates serait d'ouvrir les négociations constitutionnelles sur le Sénat et de tenir un référendum. Il me semble qu'on a déjà tenté de discuter de la Constitution par le passé. Il me semble que ce soit donc une proposition très, très dangereuse. Laurent-Cartierville, vous avez seulement une minute. Monsieur le Président, j'aimerais mieux débattre de la proposition néo-démocrate avec les néo-démocrates. Et si mon collègue veut en parler, je crois qu'il devrait d'abord avoir en main les bons renseignements. Il faut qu'il y ait en place un processus qui fera en sorte qu'on recommanderait des candidats au premier ministre. Et le premier ministre les nommera ensuite. Mais si le premier ministre n'accepte pas les candidatures, alors il devra justifier son choix et, en fin de compte, il devra regarder les Canadiens dans les yeux et leur dire « J'ai choisi ce législateur à la suite d'un processus adéquat et cette personne est un excellent législateur. » Cela ne se fera plus par voie de communiqué de presse un vendredi après-midi. Ce sera fait en chambre et le premier ministre devra rendre des comptes quant à son choix. Reprise du débat.